En Irak, le sort des otages suscite de vives inquiétudes. Le commando qui a kidnappé 3 Japonais menace d'en tuer un, alors qu'hier encore on espérait leur libération. Le pape Jean-Paul II, pendant la messe pascale, a appelé la communauté internationale à œuvrer pour la paix en Irak et au Proche-Orient. Et puis à Saint-Brévin, le père du petit Jonathan, 11 ans, disparu depuis 4 jours, s'est exprimé pour la première fois. Aidez-nous, a-t-il déclaré. Jane Birkin a donné rendez-vous à 14 artistes pour son dernier album, des duos tendres ou ironiques. Elle est ce soir l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. En Irak, la tension reste très vive en dépit du cessez-le-feu à peu près respecté à Falloujah. Toutes les troupes américaines devraient se retirer progressivement selon les termes de l'accord. Un hélicoptère de combat américain a été abattu ce matin près de Bagdad et selon les forces américaines, 8 militaires ont trouvé la mort en 2 jours. Les accrochages se multiplient, comme en témoigne ce reportage que viennent de nous faire parvenir nos envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert et Patrick Desmully. Route de Kerbala, la ville sainte. Un convoi américain de camions-citernes est attaqué sous nos yeux. Préparez-vous à tirer, hurle Mawin. Des soldats américains, une cinquantaine, sont pris pour cible. L'échange de tirs va durer près de 2 heures. Les fédayines sont cachés dans les palmeraies le long de la route. Nous sommes au sud de Bagdad, dans une région où se mêlent chiites et sunnites. On nous tire dessus avec des balles et aussi des mortiers. Comment je me sens? Ça arrive toutes les semaines. Des avions de chasse arrivent en renfort. C'est un jour de combat, mais aussi de prière. Sur cette même route, un peu plus loin, ces chiites marchent depuis des heures pour ce pèlerinage à Kerbala. Ils commémorent aujourd'hui le 40e jour de deuil de l'imam Hussein, petit-fils de Mahomet, mort en martyr en 680. Une cérémonie étroitement contrôlée du temps de Saddam. L'année dernière, les chiites l'avaient célébrée dans une explosion de ferveur. Cette année, l'atmosphère est différente, moins de monde, question de sécurité. Le dernier attentat ici, il y a un mois, a fait plus d'une centaine de morts. Nous assistons plutôt à une démonstration anti-américaine avec des effigies de Moqtada Sadr, le chef le plus radical des chiites. Aujourd'hui, Moqtada Sadr est le héros de l'Irak, dit celui-ci. Ce religieux, lui, déclare qu'il soutient la résistance sunnite contre les Américains à Falloujah et ailleurs. Apogée de la commémoration, ces flagellations en signe de repentir. Mais dans ces lieux saints, tous ne condamnent pas les enlèvements d'étrangers ces jours derniers. Vous savez, quand on est attaqué, nous avoue ce religieux, il faut bien qu'on se défende. Malgré leur unité affichée, les chiites sont divisés entre partisans d'une ligne dure, celle de Moqtada Sadr, et d'autres plus modérés. Une épreuve de force cruciale dont dépend leur futur comportement. Et à Falloujah comme à Bagdad, le sentiment anti-américain, vous le voyez, prévaut. Le cessez-le-feu proposé par les Américains devrait cependant tenir jusqu'à demain. Jérôme Soulard. Les pierres tombales s'alignent sur le terrain du stade de Falloujah. C'est un nouveau cimetière improvisé où les Irakiens enterrent leurs morts. 450 victimes dans la ville depuis le début de l'insurrection. Ce sont des martyrs, crie ce vieil homme. Ces corps, ce sont des gens qui sont morts des attaques des Américains. Ils sont tombés en défendant la ville de Falloujah. Depuis 24 heures, une trêve a été décidée entre Américains et combattants irakiens. Une trêve fragile pour rendre mort un dernier hommage et pour s'occuper des blessés, évidemment. Il serait plus d'1 millier, beaucoup de civils irakiens. Obligés de quitter la ville, les Américains et leurs blindés se sont installés dans les faubourgs, transformés en ligne de front. Impossible de rentrer ou de sortir de Falloujah. Pour la première fois aujourd'hui, Paul Bremer, l'administrateur américain en Irak, reconnaît que ses forces sont en situation de crise. Plusieurs convois US ont encore été attaqués et harcelés. Pour tenter de trouver un peu de répit, les Américains ont donc proposé de prolonger la trêve à Falloujah jusqu'à demain. Et concernant le sort des otages, une bonne nouvelle, le Britannique Gary Tilley, enlevé à Nasiriyah, a été libéré sain et sauf selon le Foreign Office. En revanche, les inquiétudes restent très vives à propos des 3 Japonais retenus par un autre groupe armé qui menace d'exécuter l'un d'entre eux si le Japon ne retire pas ses troupes. Christian Autain. S'il vous plaît, aidez-nous. C'est la supplique d'une mère. Pour ces familles d'otages à Tokyo, douleur et frustration après une journée de dupes. À Bagdad, devant l'ambassade du Japon, les journalistes ont attendu en vain la libération des captifs.
Ce matin, l'espoir était pourtant au rendez-vous. Al Jazeera, la chaîne du Qatar, annonçait que les 3 Japonais enlevés en début de semaine étaient libérés. Une information aussitôt démentie. Et puis, coup de théâtre en fin de journée, les ravisseurs ont renouvelé leurs menaces. Un premier otage sera exécuté d'ici 24 heures si Tokyo ne retire pas ses 550 soldats d'Irak. C'est du moins ce qu'a affirmé un émissaire des ravisseurs sur la chaîne arabe. Une exigence rejetée par le gouvernement japonais qui doit maintenant subir la pression des anti-guerres. Une pétition de 150 000 signatures lui a été remise pour réclamer le retour des soldats nippons déployés en Irak. La vidéo d'un otage américain a également été diffusée aujourd'hui. C'est le conducteur d'un convoi attaqué par la guérilla vendredi près de Falloujah. Ces geôliers exigent la levée du siège de cette ville, sinon ils promettent de l'exécuter. Seule bonne nouvelle, la libération du Britannique Gary Tilley. Il avait été enlevé à Nasiriyah il y a 6 jours. Il est maintenant sain et sauf, sous la protection des forces de la coalition. Plusieurs otages restent toujours aux mains de la guérilla. Le président américain George Bush a interrompu ses vacances aujourd'hui pour se rendre sur la base militaire de Fort Hood, à une centaine de kilomètres de son ranch au Texas. Il a rencontré les familles des soldats tués ou blessés en Irak et il a admis au cours de cette visite que la semaine avait été particulièrement rude en Irak pour les forces américaines. Une visite qui intervient alors que de nouvelles révélations sur les attentats du 11 septembre 2001 remettent en cause la stratégie du gouvernement Bush avec la publication, à la demande de la commission d'enquête indépendante, d'un mémorandum daté du 6 août 2001, évoquant clairement des menaces d'attentats sur le sol américain préparées par le groupe Al-Qaïda. Explication Alain Chalbot. La question avait passionné l'Amérique jeudi. Condoleezza Rice, la toute-puissante conseillère de George Bush pour la sécurité, passée devant la commission indépendante sur les attentats du 11 septembre, traitée comme une accusée. Question d'un des membres de la commission. Je vous demande si vous vous rappelez le titre du mémo du 6 août. Je crois que le titre était « Ben Laden déterminé à frapper aux États-Unis ». Évidemment, le coup est rude. Ainsi, le 6 août, la Maison-Blanche avait-elle été avertie d'une menace sur le territoire américain? Madame Rice tente d'argumenter, mais se fait couper. Je ne vous ai demandé que le titre. La conseillère finira quand même par se faire entendre. Il n'y a aucune information sur de nouvelles menaces, aucun avertissement sur une quelconque attaque imminente sur le territoire américain. Mais dès lors, la question taraude le tout Washington. Qu'y avait-il donc dans ce mémo? Après moult hésitations, la Maison-Blanche finit par le rendre public. Le mémo du 6 août, effectivement intitulé « Ben Laden déterminé à frapper aux États-Unis », parle du World Trade Center, de la présence aux États-Unis de cellules d'Al-Qaïda et surtout de détournement d'avions. Il n'y avait aucune indication d'une menace terroriste. Pas de date, ni de lieu d'une attaque. Sans doute. Mais George Bush n'aurait-il pas dû tout de même, sinon interrompre ses vacances, du moins provoquer d'urgence une vidéoconférence sur le sujet? George Bush n'en a pas fini pour autant. Cette semaine, d'autres personnalités doivent passer devant la commission, notamment les chefs du FBI et de la CIA. Tout cela, plus l'Irak, ça fait beaucoup. À Rome, le pape Jean-Paul II a béni ce matin les 100 000 pèlerins réunis place Saint-Pierre. Le pape est apparu fatigué après une semaine de cérémonie. Cette année où les calendriers des chrétiens d'Orient et d'Occident coïncident pour célébrer Pâques le même jour, Jean-Paul II a appelé à la paix et à la résolution des crises en Irak et au Proche-Orient. Gérard Grisbeck et Romain Potoczki. Les pèlerins français sont contents. Jean-Paul II a souhaité de bonnes fêtes de Pâques dans 62 langues. Le débit est hésitant, mais surtout la parole est difficilement compréhensible. Ce matin, sur la place Saint-Pierre, le pape semblait épuisé après 4 jours de cérémonie. La messe a été célébrée en commun par 2 cardinaux, dont un Français, Jean-Louis Torrent. Le pape, qui aura 84 ans le mois prochain, souffre de la maladie de Parkinson. Les fidèles sont venus le soutenir, l'aider à vivre. Ils sont plusieurs dizaines de milliers, mais pas plus de 50 000. Le pape a prié pour la paix, il a dénoncé le terrorisme et appelé à trouver une solution des conflits en Irak et en Terre Sainte. C'est très impressionnant de voir les chants, de voir tous ces chœurs derrière le pape. Et c'est vrai que Rome est un site magnifique, on est vraiment ébloui par autant de beauté. Voilà. Discrète ces derniers jours, la police ne l'était plus ce matin sur la place Saint-Pierre. Des carabiniers, des gardes des finances,
des policiers anti-émeutes et à cheval et des dizaines de policiers en civil. Un mois, jour pour jour, après les attentats de Madrid, beaucoup de moyens avaient été déployés. Ce soir, les services de sécurité doivent se sentir soulagés. Les fêtes de Pâques se sont déroulées sans incident. Il faut dire que rarement l'Italie aura connu une telle mobilisation policière. En Espagne, à Séville, les cérémonies de la Semaine Sainte revêtaient cette année un caractère particulièrement solennel. On fêtait les 400 ans du rituel des processions. Exceptionnellement, la reproduction grandeur nature du Christ au tombeau a été portée dans les rues de Séville. Reportage Vanessa Rouet et Jean-Jacques Le Carrec. D'abord, il y a le silence, la surprise et ce sourire devant le triomphe de la croix chrétienne sur la mort. D'ordinaire, ne défilent que 2 confréries sévillanes le samedi saint, mais cette année, les 12 plus belles représentations grandeur nature de la Passion du Christ sont venues honorer le passage du tombeau de Jésus. Une procession exceptionnelle qui n'avait pas eu lieu depuis 12 ans. C'est parce que cela fait 4 siècles exactement cette année que les processions sévillanes ont reçu ordre de passer chacune leur tour par la cathédrale. Derrière le cercueil de verre, le cortège de la Vierge en pleurs, entamant son deuil. Puis, les pénitents des 60 confréries de la ville, réunis pour rappeler aux croyants leur devoir de repentance. Il est mort pour moi, pour me sauver de mes péchés. Mais grâce à sa résurrection, je ne suis pas triste, parce que je sais qu'il est ressuscité et qu'il est toujours vivant. Ferveur religieuse, ferveur populaire, ici chacun s'y retrouve, croyant ou non. Si vous demandez aux gens, vous verrez, tous ne vont pas à l'église. Pour moi, c'est un lien social, une occasion d'être réunis. Chacun de nous interprète ce jour-là à sa manière. Solennelle, la marche funèbre clôt les processions. Le tombeau du Christ vient de sortir de la cathédrale. Le spectacle est aussi d'or et de lumière. En Sibérie, après le coup de grisou de samedi, le bilan s'alourdit. Il y aurait au moins 41 morts et les chances de sauver les 6 mineurs survivants coincés dans le puits s'amenuisent. Reportage Dominique Derda. Un à un, ce sont les corps de leurs camarades qu'ils remontent à la surface. Déjà plus de 40 et le décompte macabre n'est pas encore terminé. 5 mineurs sont toujours portés disparus par 600 mètres de fond depuis hier matin. Depuis qu'un coup de grisou, une explosion de méthane a retenti dans la galerie où ils creusaient le charbon. À voir le visage des secouristes, on devine que l'espoir est mince de retrouver des survivants. Moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille ici, et je n'ai jamais vu une chose pareille. Pour les familles, pour les proches qui malgré tout espèrent encore et veulent croire au miracle, l'attente est insoutenable. On nous a dit que ceux qui avaient été retrouvés étaient brûlés et qu'il était impossible de les identifier. Moi, c'est un fils que j'attends, moi un frère. Moi, c'est mon neveu qui manque encore à l'appel. Les conditions de travail dans la mine de Taïgina étaient difficiles, les mesures de sécurité sans doute insuffisantes, mais à travers toute la Russie, c'est le quotidien de tous les mineurs, sans exception, des hommes qui jadis étaient les héros de la classe ouvrière et qui aujourd'hui survivent plus qu'ils ne vivent avec des salaires de misère. Après la dernière catastrophe à l'automne, Vladimir Poutine a réclamé pour les mineurs de meilleures conditions de sécurité, la modernisation des installations. Ce que craignent ces hommes, plus que les gaz et les éboulements, c'est surtout la fermeture des mines et le chômage. Au Daghestan, le médecin néerlandais Arjan Erkel, chef de mission de Médecins sans frontières, a été libéré après 20 mois de captivité. Il est apparu fatigué, très amaigri. Arjan Erkel, 35 ans, avait été enlevé le 12 août 2002. Il devrait être rapatrié très rapidement à Rotterdam. À Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, le père de Jonathan est pour la première fois sorti de son silence. Il a lancé un appel auprès de tous ceux qui pourraient avoir vu l'enfant. Et selon les toutes dernières informations de la gendarmerie, l'enquête pourrait désormais s'orienter sur l'enlèvement. Isabelle Rio et Sébastien Lambert. Nous sommes au 5e jour de recherche. Encore un de trop pour le père de Jonathan. L'urgence, c'est que mon fils revienne à la maison. On veut le revoir, on veut avoir une piste. Puisqu'aujourd'hui, on n'a aucune piste, on n'a pas de détails. Mais c'est un enfant peureux. Donc il peut avoir peur des gens. Ce que je veux, c'est que toute personne capable de nous aider l'appelle, le recueille, l'emmène, ne serait-ce que voir quelqu'un. Dans 2 jours, l'enquête de flagrant délit prend fin. Le PC sécurité à l'étroit dans ce camping va rejoindre la compagnie de gendarmerie de Saint-Nazaire. Le dispositif d'investigation va évoluer.
On va réorienter complètement le travail sur la thèse de l'enlèvement, en laissant une toute petite équipe prête à réagir au moindre signalement, toujours dans la phase fugue, je dirais, mais le gros de la cellule va travailler sur cette phase d'enlèvement. Il y a une maison à côté qui n'est jamais habitée, alors je me posais... Il faut donc pour l'heure pousser jusqu'au bout l'hypothèse de la fugue, vérifier tout endroit où Jonathan aurait pu se restaurer et s'abriter. Les résidences fermées, nombreuses ici, pourraient être un refuge. Les investigations à la recherche de tout indice matériel se poursuivent, on le voit. Les gendarmes se montrent plus réservés du côté des auditions et du recoupement des renseignements avec d'autres enquêtes sur des disparitions de mineurs. Un an après l'assassinat de la famille Flactif dans leur chalet du Grand Bornand, la famille de Graziella Ortolano, l'épouse de David Flactif, est venue se recueillir devant la maison familiale et dans la forêt où ont été brûlées les victimes. Il s'étonne que les compagnes du meurtrier présumé et de son complice aient été remises en liberté et en appelle à la justice. Stéphanie Labrousse, Philippe Évêque. Ils sont venus se recueillir, là même où il y a un an, leur fille Graziella était assassinée avec son compagnon et leurs 3 enfants. Il y a un an, jour d'aujourd'hui, ma fille elle est encore en vie. Il a attendu où ça pour assassiner ma fille et mes petits-enfants. C'était le plus mal qu'il peut me faire. Il faut qu'il dise la vérité. À qui il protège? Il faut qu'il nous le dise. Il, c'est David Otia, le meurtrier présumé. Pour les proches des victimes, l'homme n'a pu agir seul, il lui a fallu l'aide de plusieurs complices. À ce jour, seule Stéphane Aremza a été interpellée pour complicité de meurtre. Les épouses des 2 hommes sont-elles mises en examen pour non-dénonciation de crime? Dites-nous effectivement que David Otia a pu nettoyer le chalet qui est là, avec ses pièces, seul avec une éponge et une lampe torche de mineur, et prouvez-nous que c'est la vérité, et nous y croirons. Cela étant, aujourd'hui, on veut croire à quelque chose. Pourquoi Xavier Flactif et les siens ont-ils été tués? De quelle façon? Un an après, la famille Ortolano en appelle à la justice pour connaître la vérité et faire son deuil. J'ai eu du mal à réaliser jusqu'à maintenant, mais là je réalise que je la reverrai plus. Dans ce bois, une expertise de crémation sera réalisée prochainement, là où les corps de la famille Flactif auraient été brûlés. Politique France, François Hollande, le premier secrétaire du Parti Socialiste, était l'invité de nos confrères d'Europe 1. Il a déclaré qu'il allait demander au Premier ministre la mise en place d'une commission parlementaire sur la réforme de l'assurance maladie. Écoutez-le. Je vais faire la proposition avec Jean-Marc Ayrault et Claude Estier qu'une commission parlementaire puisse être créée de manière à ce que les travaux soient dans le cadre prévu le Parlement, transparent, et que l'on puisse aborder projet contre projet toutes les solutions qui intéressent l'avenir de l'assurance maladie. Vous voyez, à travers cette rencontre, je précise, si c'était nécessaire, le rôle de l'opposition aujourd'hui. Faire pression en fonction du vote des Français le 28, faire des propositions autant qu'il est nécessaire et montrer qu'il n'y a pas de temps à perdre. Demain, la circulation sera difficile aux abords des grandes villes entre 15h et 19h, indique la sécurité routière. Des ralentissements sont à prévoir dans le sens des retours, notamment dans la vallée du Rhône et en Pays de Loire. Vous pouvez le voir sur cette carte. Une technologie venue de l'aéronautique au service des automobilistes, c'est ce que propose un constructeur allemand. Ce système dit d'affichage tête haute projette les informations utiles à la conduite sur le pare-brise du véhicule pour plus de sécurité. Explication Luc Bazizin et Jean-François Monnier. Tout savoir et tout voir sans prendre de risques. Voici comment ne pas quitter la route des yeux. L'afficheur tête haute projette une image virtuelle dans le champ de vision du conducteur à environ 2 mètres. Ici, le conducteur sait qu'il doit tourner à droite à 300 mètres rue Henri Barbus. Commercialisé dans la nouvelle série 5 de BMW, le système évite de promener son regard inutilement sur les instruments du tableau de bord pendant la conduite, utile en cas de freinage d'urgence. On peut considérer qu'entre une personne qui est en train de consulter l'information sur le tableau de bord et qui ne regardera pas le tableau de bord puisqu'il a un système tête haute, on va avoir un gain d'environ 1 seconde. Et si le véhicule se déplace à 130 km/h, on sait que la distance parcourue à la seconde est de l'ordre de 38-39 mètres. Inspirés directement de l'aviation, les pilotes, eux, connaissent déjà le système tête haute. Des informations utiles apparaissent en surimpression dans certains cockpits, parfois même dans le casque. Une visualisation rendue possible aujourd'hui dans la voiture par un jeu de miroirs. C'est un ensemble optique, nous avons une source de lumière, un afficheur, un ensemble de miroirs, et avec
tout cet ensemble, on projette une image. C'est un peu comme un vidéoprojecteur ou un rétroprojecteur. Mieux qu'un pense-bête, le véhicule vous rappelle à l'ordre. Mais attention, plus la voiture est intelligente, moins le conducteur ne doit s'empêcher de réfléchir. Par exemple, le panneau interdit ici de faire demi-tour. Le système, lui, le recommande. Bien entendu, c'est la signalisation extérieure qui a raison. Seules les informations utiles à la conduite sont affichées sur le pare-brise. Il ne s'agit pas d'un gadget, mais d'un complément de sécurité. Malheureusement, ce système est encore loin d'être généralisé, puisqu'il n'est pour le moment proposé que sur ce modèle en option à 1 500 €. La ville de Provins avait organisé aujourd'hui une chasse aux œufs de Pâques sur le thème médiéval. Habitants déguisés et jeux de piscine attendus ont suivi pour nous Nicolas Le Marinier et Bruno Vignet. Comment appelle-t-on les petites ouvertures dans les murs? Facile, les meurtrières. Eh ben, on va voir si c'est vraiment des meurtrières. Quel rapport y a-t-il entre une meurtrière et un œuf de Pâques? Eh bien, à Provins, cité médiévale, le chocolat, ça se mérite. Pour trouver les œufs, il fallait aujourd'hui suivre la carte au trésor et répondre à des questions d'histoire. On pensait que c'était pour les petits enfants, mais je crois que les adultes aussi ont du mal. C'est quoi la réponse? Meurtrière et archère. Ça c'est super complet. Voilà. En fait c'est archère. Meurtrière c'était à l'époque des canons. Tu en as gagné combien des œufs toi? 8. 8? Et qu'est-ce que tu vas en faire? Bah je vais les manger. Tous d'un coup? Oui, il y en a que 7. On t'en a volé un? Ouais, ça doit être maman. Poursuivez maintenant par les remparts des grandes planches. Attention, ça descend. L'aventure se poursuit donc dans les remparts. Cette fois-ci, il faut citer 3 noms de rapaces pour gagner 2 œufs. Bonjour. Alors, est-ce que tu as la réponse à la question? Aigle, oui. Vautour. Très bien, vas-y, tu peux prendre 2 œufs. Un bleu et un jaune. Bon, c'est vrai que les questions ne sont pas très difficiles. Merci. Mais que ceux qui sont arrivés en retard et n'ont pas trouvé de chocolat se rassurent, la chasse aux œufs continue demain dans les vieilles rues de la ville de Provins. Le goût des Français pour le chocolat s'est affiné. Comme pour le vin, certains chocolatiers proposent aujourd'hui des grands crus, plus ou moins noirs, plus ou moins parfumés. Reportage dans l'entreprise Valrhona dans la Drôme, Benoît Gadré et Jean-Claude Martin. Moi j'aime bien sentir le chocolat. Il y a là les meilleurs experts. Il a plutôt des arômes fruités. Un club très fermé de fines bouches, de palais exigeants. Une saveur très acide. Ces membres éminents sont accueillis ce jour-là par la direction de la maison Valrhona. Je pense que dans les années à venir, on va découvrir, comme pour les grands vins, qu'il y a de plus en plus de crus de chocolat différents, provenant de différents pays, provenant de différents spécialistes et apportant au public un maximum de bonheur. Les grands crus. La comparaison avec le vin est évidente. Le raisin, c'est ici la fève, Venezuela, Madagascar. Valrhona sélectionne des cacaos de domaine. Ici, on s'attache avant tout à la puissance aromatique, plus importante pour un chocolat que la teneur en cacao. Une très forte concentration en cacao n'est pas synonyme de qualité. Si vous avez un très mauvais cacao, si vous en mettez 80% dedans, le produit ne sera pas de haute qualité. L'entreprise est une des très rares en France à travailler à la source, à partir de fèves que l'on torréfie, concasse, assemble, pour finalement obtenir une pâte de chocolat moulée sous toutes ses formes, souvent à la main. Je roule les chardons pour faire des petits pics, comme un chardon. Pour ces passionnés, le chocolat est un produit noble que l'on doit travailler avec respect. L'entreprise a pour cela créé une école où chaque année des centaines de pâtissiers viennent se perfectionner. Le chocolat a cela de magique qu'il permet à l'artisan de proposer une alliance, du goût et du talent. Coup d'envoi de la saison tauromachique avec la feria de Pâques en Arles, dans les Bouches-du-Rhône, qui se déroule jusqu'à demain. Et le froid n'a pas empêché les aficionados de se déplacer pour assister aux corridas. Yannick Aroussi et Michel Comin. C'est parti, avec tambour et trompette pour une nouvelle feria pascale. Les aficionados se pressent sur les gradins des arènes romaines, où novillades et corridas s'enchaînent à un rythme endiablé. La journée type, c'est facile, hein. Donc comme on se couche tard, et on se lève juste à temps pour pouvoir assister à la novillade. Et puis on mange sur place, on assiste à la corrida, puis de nouveau il y a la soirée et ça continue comme ça.
De joyeuses cohortes traversent la ville et mettent l'ambiance. Viennent dépoussiérer les vieilles pierres qui pourtant attirent leur lot de touristes. Ils viennent d'Italie, d'Espagne, du Japon ou d'ailleurs. Des milliers de visiteurs immortalisent les monuments arlésiens. Certains adorent la corrida, d'autres sont là par pur hasard. Je ne savais pas qu'il y avait une feria ici, alors c'est une surprise. Ouais. Bonne ou mauvaise? Bon. Il y a beaucoup d'animations, c'est très intéressant, c'est très joli. La feria marque le véritable début de la saison touristique. Tous les hébergements de la ville sont pris d'assaut, comme cet hôtel, à 2 pas des arènes. Complet sur 4 jours, oui. Oui, c'est toujours les mêmes qui viennent, où ils sont réservés d'une année sur l'autre. Et la nuit, partout dans la ville, tous les touristes sont un peu gris. Les rues et les places se transforment en arènes où seules les bouteilles seront mises à mort. Le Paris-Roubaix a pour la première fois été remporté par un Suédois. Magnus Bäckstedt a devancé au sprint sur le vélodrome de Roubaix ses 3 compagnons d'échappée. Une course qui s'est déroulée essentiellement sur terrain sec. Julien Beaumont et Laurent Siron. Sur les pavés, le soleil. Mais méfiance, car même sec, le Paris-Roubaix reste dangereux. Et cette 102e édition n'a pas dérogé à la règle. Des chutes, des crevaisons et un absent de marque, Cofidis. L'équipe s'est retirée car elle est en ce moment éclaboussée par une affaire de dopage. L'équipe française de moi au départ, en plus une équipe nordiste, ils étaient sur leur terre. Bon, on savait qu'il y avait des coureurs qui étaient très motivés pour Paris-Roubaix, ne pas les voir au départ, ils se mettent à leur place, c'est désolant. Chez les spectateurs, la déception a vite laissé place à la fête. Certains sont plus organisés que les autres. Exemple avec ces Belges, but de l'opération, voir passer la course plusieurs fois. Nous avons déjà vu les coureurs sur la zone numéro 4. Maintenant, nous allons voir les coureurs sur la zone numéro 16. À peine les coureurs passés, c'est la course pour aller le plus vite possible au prochain secteur. Une course dans la course que ne verront pas les 177 engagés. Et pour cause, ils ont déjà fort à faire pour contrer les différentes échappées. Grand favori, Johan Museeuw, le Belge pour sa dernière participation voulait finir en beauté. Cette crevaison l'empêche de décrocher son 4e titre. À l'entrée du vélodrome, après 260 km, dont 50 de pavés, 4 hommes se détachent. La décision finale se fera au sprint et pour la première fois dans l'histoire de la course, un Suédois remporte le Paris-Roubaix, Magnus Bäckstedt. C'est un rêve de toute ma vie de gagner le Paris-Roubaix. Je comprends même pas qu'est-ce que je fais aujourd'hui là. Le premier Français, Frédéric Guédon, est 18e. Un Paris-Roubaix particulièrement difficile. 84 coureurs n'ont pas réussi à atteindre l'arrivée. Tennis, c'est Nicolas Escudé qui a apporté à la France le point de la victoire dans le quart de finale de Coupe Davis contre la Suisse. La France est donc qualifiée pour les demi-finales, Manuel Tissier. Encore des sourires et quelques pas de danse pour un dimanche de Coupe Davis. Guy Forget et Nicolas Escudé unis dans la victoire, une image presque classique. Ce sera la 4e demi-finale du capitaine. Et ce n'est pas la première fois qu'Escudé endosse le costume du sauveur. Contre Kratochvil en rouge, Escudé enlève la première manche. Après la défaite d'Arnaud Clément, France et Suisse sont à égalité de partout. Mais la confiance règne chez les Bleus et ils ont raison. Escudé survole le 2e set, 6-4. Kratochvil dépassé par la vitesse du Français, 7 du terrain. Et voici Escudé à 2 points du match. Mais dans un sursaut d'orgueil, le Suisse emmène la France vers le jeu décisif. Escudé conclut finalement la rencontre après 2h40 de jeu, 7-6, 6-4, 7-6. Fin septembre, les Français affronteront l'Espagne en demi-finale. Sortie en salle cette semaine du numéro 3 des Spy Kids, les enfants espions qui mettent en scène un frère et une sœur, sorte de mini James Bond, qui doivent combattre un maître de jeux vidéo. Une production hollywoodienne avec Antonio Banderas et Sylvester Stallone que Marie-Jo Jouan et Didier Dahan ont rencontré. Jenny, tu connais ce nouveau jeu vidéo Game Over? Tout ce que je peux te dire, c'est que tous les enfants du monde vont se connecter pour y jouer. Je ne leur conseille pas. Game Over est un piège. Lourde mission pour les jeunes espions, sauver la planète menacée par un fou mégalo
qui veut les piéger dans un jeu vidéo. Et pour corser une saga qui risque de s'épuiser, ce sera vu en relief avec des lunettes spéciales. On ajoute aussi une guest star, Sylvester Stallone, qui interprète 5 personnages. Mon rôle peut permettre de faire comprendre aux enfants qu'en nous tous, il y a plusieurs personnages. Un jour, vous vous réveillez heureux, le lendemain triste, un autre jour en colère, très intelligent ou complètement fou. Que puis-je leur donner de plus? Est-ce que je dois les accompagner à la porte? C'est impossible, l'intelligence artificielle de notre jeu ne peut connaître ce genre de choses. Je souhaiterais pouvoir me parler seul à seul. Un tournage en studio, effets spéciaux oblige. Le fond vert, c'est pour incruster des personnages sur une autre image. Le réalisateur a lui-même conçu appareillage et accessoires pour fabriquer le monde virtuel d'un jeu vidéo. Pas de coup du lapin, pas d'arrachage des yeux. Je m'appelle Junie. Oh, je m'excuse. Salut, je m'appelle Démétra. Petit conseil aux enfants. Ne cessez jamais d'être un enfant durant toute votre vie. On vieillit, notre visage change, mais il faut toujours garder la foi en ce que l'on fait, garder son enthousiasme. Rester un enfant, c'est la chose la plus précieuse au monde. Et vous êtes resté un enfant? Et comment? Et les enfants vont sûrement apprécier ce 3e Spy Kids. Les adultes, eux, risquent d'attraper un sérieux mal de tête. Toi, moi, vous la bouclez. Oui, maître, je suis barge ou quoi? Carrément à l'ouest. Jane Birkin nous donne rendez-vous dans son dernier album où elle a enregistré 14 duos avec des amis de toujours mais aussi des nouveaux venus. Jane qui est notre invitée dans ce journal ce soir, bonsoir. Bonsoir. Avant de revenir avec vous sur cet album, je vous propose de suivre ce reportage signé Olivier Lenozza et Yann Moine. Même Dora a du mal à la suivre. La frénésie de Jane Birkin. Ces 2 dernières années, l'égérie de Monsieur Serge n'a cessé de parcourir le monde et de chanter Gainsbourg. Fin 2003, entre 2 avions, elle file en studio à enregistrer un nouveau disque. Don't stare at your face with your nose out of place at the wrinkles where it sits used to be. 14 duos, l'un en compagnie de Brian Molko, le chanteur de Placebo. Smiling uses less muscles and frowning just makes you look ugly. Une distribution de rêve. Alain Souchon, Brian Ferry, Paolo Conte, Caetano Veloso. Sans oublier les copains de toujours, Françoise Hardy, Alain Chamfort, Étienne Dao. M'a dit mon amour ce soir. Ça vous donne un joli teint. Ça vous va mieux que le noir. Et puis il y a la nouvelle génération, Mickey 3D, Mickey renvoyé dans les cordes par Gen B. Dis, Birkin, c'est quoi ces vieux jeans sales que tu trimbales depuis 1969? C'est que je suis rapide. Je m'appelle Jenny, je t'emmerde. Et c'est précisément cette chanson qui ouvre votre album, une chanson ironique, rigolote. Oh, il était génial, plein d'insultes. En plus, il me donne la réponse. Je t'emmerde. C'était magnifique. En plus, ce qui était vraiment charmant, c'est que il est. Quand j'étais à Hong Kong, j'ai su qu'il raflait tous les prix, etc. Mais c'est un jeune homme qui a bien voulu écrire une chanson en 2 heures, de me l'envoyer en pensant que j'allais le jeter à la poubelle parce que c'était insultant. Alors que j'étais absolument ravie. Et il était stupéfait que vous acceptiez sa chanson. Oui, mais entre lui et puis Beth Gibbons, qui est aussi une ravissante créature, qui est arrivée pour écrire uniquement pour moi, et puis Chamfort aussi depuis toujours, et Souchon, Miosek, qui a chanté un duo d'une sexualité rare, et Paolo Conte et Caetano. C'est vrai que les très jeunes comme Brian Molko et Mickey 3D, c'était drôle qu'ils écrivent des chansons. En fait, c'est plutôt épatant que
que les gens pensent à vous. Enfin, il n'y a pas de raison quand même. Je suis pas une charité. Et vous êtes en train de devenir en tout cas une icône, manifestement, pour beaucoup de monde. Jane, on voit que vous avez un agenda qui est à côté de vous, là, extrêmement chargé. Vous avez fait en sorte d'enregistrer justement, alors que vous continuez votre tournée mondiale pour l'album précédent, Arabesque. Avec Jean-Christophe Tiffin, on avait des rendez-vous, lui qui arrangé pour que tous ces artistes peuvent venir. En plus, ils étaient chics parce qu'ils ne louchaient pas sur ce que l'autre a écrit, ni demandaient d'écouter. Donc, c'est vraiment une charmante affaire. Et moi, je filais dans le sous-sol de Capitaine Ferber. Et là, j'ai rencontré des personnes qui allaient chanter avec moi. Et après, je partais filer pour... en fait, Hong Kong, Jakarta. Mais est-ce qu'on peut dire qu'avec ce nouvel album, ce nouveau CD, c'est une façon de vous émanciper de la musique de Gainsbourg ou ça? J'aimerais pas m'émanciper de rien du tout. Je suis très très contente parce qu'en fait, c'est grâce à Serge si j'ai fait le monde entier. Et là, depuis 1 an et demi, avec Jamel Benirez, on a tracé le monde entier, mais littéralement de New York jusqu'au Hong Kong, jusqu'au évidemment Japon. Et puis, avec toute cette route qui était faite, ça fait que sur ma route, j'ai ramassé justement en Italie Paolo Conti, justement en Amérique du Sud Caetano. Ça fait que, et en Japon, évidemment, j'ai pu aussi chanter. Ça fait que c'est pas uniquement en français, il y a Brian Ferry aussi. Et c'était grâce à cette tournée mondiale, c'est grâce à des personnes que j'ai rencontrées, c'est grâce à Glusman qui a connu des personnages que j'ai pu rencontrer. Mais quelque part, c'est Arabesque et Serge qui étaient là. Mais alors, est-ce qu'on peut dire, alors à l'inverse, que c'est quand même un style, Jane Birkin, qui s'épanouit là dans cet album? Là, j'avais aucune honte d'aller me faire plaisir les après-midi pour chanter avec toute cette charmante compagnie. Oui, ça on le comprend. Vous avez aussi un projet de cinéma avec votre maman. Je voudrais faire ça s'appelle Boxes, les boîtes. Et c'est des boîtes de souvenirs, c'est des boîtes comme on peut imaginer avec une mère, sa fille et ses 3 filles. J'aimerais tourner ça en Bretagne, chez moi. Oui. Voilà. Merci. Fiction pure. Je rappelle le titre de votre CD, de votre album, Jane Birkin, Rendez-vous, avec une très jolie pochette et une très jolie photo de vous. Et puisqu'on parle culture, je vous propose quelques idées de lecture pour ces vacances avec le livre de Michel Toulouse, Le Masque d'argent chez Fayard. Il met en scène les dérives du monde des affaires et décrit aussi l'univers journalistique. Patrick Pelot qui sort urgentiste, il revient sur la canicule. Et puis aussi le livre de Cécile Gatteff, Marcher pour vivre, du bon usage de la marche et de la randonnée. Voilà, quelques idées. Je vous signale aussi qu'on vient de l'apprendre en tennis. Amélie Mauresmo a perdu lors de la finale du tournoi d'Amelia en Floride face à l'américaine Lindsay Davenport qui a battu donc Mauresmo en 2-7, 6-4, 6-4. Voilà, c'était il y a quelques instants au tournoi d'Amelia en Floride. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo, Patrice Drevet. 20h55, Le Cerveau, film de Gérard Horry avec Jean-Paul Belmondo, Bourvil et David Niven. Minuit 30, le dernier journal Jean-Claude Renaud. 7h40 dans les 4 vérités, Jean-Paul Chapelle recevra Jacques Duquesne. 13h, vous retrouvez Carl Gessler. 20h, David Pujadas. Excellente soirée sur France 2.